aussi les membres du bureau de l'association du corps médical privé de la wilaya de Chlef de nous avoir invités pour vous parler d'un sujet qui est d'actualité et qui est le pain quotidien des médecins, que ce soit généralistes, pneumologues ou pédiatres, qui est celui de l'asthme de l'enfant. Donc, l'asthme de l'enfant est la pathologie chronique la plus fréquente chez l'enfant. Les études épidémiologiques ont montré qu'un enfant sur 3 est asthmatique. Donc, c'est-à-dire dans une école de 30 élèves, plutôt dans une classe de 30 élèves, vous avez au moins un enfant, sinon 2 enfants qui sont asthmatiques. Malheureusement, l'asthme de l'enfant est sous-diagnostiqué, y compris dans les pays développés. Selon les données du ministère de la Santé français, ils ont montré que 30 à 50% des enfants asthmatiques ne sont pas diagnostiqués. Mais, pire encore, les enfants asthmatiques diagnostiqués n'étaient pas correctement traités, ce qui a retenti négativement sur la qualité de vie chez des enfants. Et les données ont montré, par exemple, vous voyez, 80% des asthmatiques donc sont limités dans leur activité physique. Un enfant sur 3, un asthmatique a un retard scolaire et plus de 30 enfants asthmatiques ont leur sommeil perturbé plus d'une semaine et 4% fréquentent les urgences. Et seulement 5% des enfants asthmatiques, donc ils ont un asthme parfaitement contrôlé. Donc ils ont mis un programme d'action pour améliorer le diagnostic et la prise en charge. Donc ce que nous allons essayer aujourd'hui avec vous, c'est de trouver des solutions pour améliorer la situation dans notre ville. Et pour ça, il faut tenir compte des spécialités pédiatriques. Un enfant asthmatique n'est pas un petit adulte asthmatique. Il a des spécificités. D'abord, c'est que l'asthme de l'enfant commence typiquement dans la petite enfance. Et si vous allez demander les adultes quand est-ce leur asthme a commencé, dans la majorité des cas, c'est dans la petite enfance. Les études épidémiologiques ont montré ça, ont confirmé. Dans la majorité des cas, 80% des patients asthmatiques ont vu leur asthme commencer avant l'âge de 5 ans. Donc, vous avez dans la population, au moins 30% des nourrissons de la population générale présentent des sibilances récurrentes au cours de la première année. Donc, un nourrisson sur 3 présente de l'asthme, donc c'est vraiment très fréquent. Malheureusement, chez nous, on utilise d'autres termes, bronchite asthmatiforme, bronchiolite à répétition, bronchopneumopathie obstructive, poussée dentaire, ce qui retarde la prise en charge. Chez l'enfant préscolaire, vous avez au moins 30% à 40% donc, chez qui l'asthme se déclare, et dans la majorité des siffleurs à l'âge scolaire ont des septants persistants. La deuxième particularité chez l'enfant, c'est que l'histoire naturelle, elle est complètement différente par rapport à celle de l'adulte. Vous avez des nourrissons qui vont siffler durant les 3 premières années de leur vie. C'est ce qu'on appelle les siffleurs transitoires. Et ces siffleurs transitoires, ils vont voir leur asthme disparaître vers l'âge de 3 à 5 ans. C'est des siffleurs en rapport soit avec une étroitesse des voies respiratoires chez l'enfant, ou bien ça a été montré les enfants qui sont soumis plutôt au tabagisme in utero. Vous avez certains enfants préscolaires qui sifflent entre 3 et 6 ans, et ça c'est des enfants qui sont soumis au virus respiratoire et qui font des sifflements surtout liés viro-induits. Et enfin, vous avez certains enfants, et ça c'est les enfants qui vont garder leur asthme de façon définitive, c'est des enfants qui font des manifestations d'asthme et qui ont un terrain atopique avec une dermatite, un eczéma, une rhinite allergique, une histoire parentale d'asthme et une sensibilisation IgE-médiée. Il n'y a pas un phénotype, il n'y a pas un asthme chez l'enfant, mais plutôt il y a plusieurs asthmes. Donc il y a plusieurs phénotypes. Vous avez des enfants
qui ont ce qu'on appelle des asthmes viro-induits. Ça veut dire c'est des enfants chez qui ils sont asymptomatiques, mais dès qu'ils sont, c'est-à-dire ils ont une infection des voies respiratoires supérieures, ça déclenche chez eux une symptomatologie d'asthme. Ça, c'est l'asthme viro-induit. Certains enfants n'ont aucune symptomatologie, mais au cours d'un exercice physique, une activité physique, donc ils vont déclarer des manifestations d'asthme. C'est ce qu'on appelle l'asthme induit par l'effort ou l'asthme induit par l'exercice. Et enfin, vous avez des enfants qui ont un terrain atopique, qui ont une sensibilisation documentée, c'est ce qu'on appelle l'asthme allergique. Ça, c'est les 3 phénotypes d'asthme qui ont été identifiés. Il y en a d'autres, malheureusement, qui n'ont pas encore, pour l'instant, identifié. Une autre particularité, c'est que les phénotypes d'asthme sont souvent en rapport avec le facteur déclenchant. Avant l'âge de 6 ans, c'est surtout les virus qui sont responsables de déclenchement des manifestations d'asthme. Après l'âge de 6 ans, c'est-à-dire chez l'enfant scolarisé, c'est surtout le terrain atopique et l'activité physique qui est responsable. L'asthme, parfois, le diagnostic d'asthme chez l'enfant est parfois difficile pour une simple raison, c'est que les symptômes cliniques ne sont pas spécifiques, donc ils sont variables, et que l'exploration fonctionnelle respiratoire objectivant un trouble ventilatoire obstructif ne se fait pas, sauf dans les centres spécialisés, donc elle n'est pas toujours mesurable en pratique courante, et toutes les références confirment ou bien insistent sur que le diasme de l'enfant est avant tout anamnestique, on pose le diagnostic à l'anamnèse, l'examen clinique et l'évolution clinique. Donc, si on va voir les manifestations d'asthme, donc là, j'ai mis un iceberg. La partie émergente visible de l'iceberg, vous avez 2 symptômes, pratiquement tout le monde le connaît, c'est l'exacerbation. Autrefois, on utilisait le terme de crise, et actuellement, ce terme est remplacé par l'exacerbation, qui est définie par la persistance de symptômes d'asthme plus de 24 heures, ou bien les manifestations d'asthme qui nécessitent une consultation, que ce soit dans un cabinet ou bien aux urgences, ça c'est ce qu'on appelle exacerbation. Et l'asthme aigu grave qui a remplacé l'état de mal asthmatique, c'est une exacerbation qui ne répond pas au traitement bien conduit. Ça, les médecins facilement, ils peuvent reconnaître l'asthme facilement. Mais regardez la partie non visible, et ça, ce qui nous intéresse pour le diagnostic, vous avez certains enfants qui font des sifflements sans qu'il y ait un retentissement clinique. Vous avez certains qui font des oppressions thoraciques, des douleurs thoraciques, et parfois certains enfants, ils sont limités dans leur activité. Normalement, un enfant, il joue, c'est inné, c'est quelque chose qui va avec lui. Donc, si vous trouvez un enfant qui a une activité limitée, ça veut dire qu'il a un problème. Et parmi les problèmes de santé, l'asthme peut en être responsable. Mais vous avez aussi d'autres symptômes qui vous orientent et qui sont vraiment fréquents chez l'enfant asthmatique. La toux chronique, c'est une toux sèche, volontiers nocturne au petit matin. La toux à l'effort, lorsqu'il fait une activité physique, ou bien la toux suite à une virose respiratoire. Donc, si vous avez ces manifestations, comment les rattacher à l'asthme? C'est très simple, c'est que en plus des manifestations cliniques, vous trouvez un terrain atopique. L'atopie, c'est-à-dire soit qu'il a, chez l'enfant, il présente eczéma, une rhinite allergique, une conjonctivite allergique, ou bien de l'atopie dans la famille nucléaire, c'est-à-dire le père, la maman ou la fratrie, vous trouvez de l'asthme, de la rhinite ou de l'eczéma. Donc c'est ça qui définit le terrain atopique. Donc ces symptômes se récidivent donc avec certains facteurs déclenchants, essentiellement l'effort, l'activité physique, ou bien l'exposition à un allergène, les acariens, ou bien une virose respiratoire. Donc chez l'asthmatique, la radiographie du thorax doit être normale. Et il y a un autre critère évolutif, si jamais le patient a reçu des bronchodilatateurs, demandez-lui, est-ce qu'il répond aux bronchodilatateurs? Si la réponse est oui, vous pouvez fortement évoquer le diagnostic d'asthme. Donc le diagnostic d'asthme, il est simple, il repose un simple interrogatoire et une simple radiographie du thorax. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est que sous-estimer les symptômes d'asthme en tranquillisant, en banalisant les symptômes et en tranquillisant les parents de malades, comme quoi ces symptômes vont disparaître. C'est attendre l'exacerbation, l'asthme aigu grave
pour diagnostiquer l'asthme. Donc, vous avez vu, les symptômes d'asthme, ils sont beaucoup plus fréquents. Et un bon médecin, c'est celui qui arrive à poser le diagnostic bien avant l'exacerbation. C'est oublier de demander la radiographie du thorax, qui est indispensable. Si la radio est pathologique, discuter les autres diagnostics différentiels de l'asthme. Et enfin, éviter d'utiliser d'autres termes en dehors de l'asthme. Donc, allergie respiratoire, bronchite asthmatiforme, toux spasmodique, équivalent d'asthme, ça ne veut rien dire. Ça ne va que retarder la prise en charge et ça va donner de faux espoirs aux parents. En ce qui concerne la prise en charge, l'asthme est souvent mal soigné, y compris dans les pays développés. Une étude Erasme a été faite en France sur plus de 1400 enfants et qui a montré, si on demande aux enfants comment va ton asthme, dans 66% des cas, ils vont nous dire il va parfaitement bien ou bien il va bien. Mais d'après les questionnaires sur le contrôle de l'asthme chez l'enfant, donc on voit que pratiquement les 2/3 ne sont pas contrôlés. Donc ça, c'est une étude française qui a montré au moins 2/3 des enfants traités ne sont pas contrôlés. Et ça, donc, ça veut dire qu'il faut, c'est-à-dire renforcer la prise en charge. Pour vérifier le contrôle de l'asthme, vous avez des outils. Et les outils toujours reposent sur l'interrogatoire. Vous allez demander aux parents et à l'enfant, est-ce qu'il a des symptômes nocturnes? Est-ce qu'il tousse la nuit? Est-ce qu'il a des symptômes diurnes? Est-ce qu'il tousse? Est-ce qu'il est gêné c'est-à-dire durant la journée? Est-ce qu'il y a une limitation d'activité physique? Est-ce qu'il a une dyspnée à l'effort? Est-ce qu'il fait du sport? Est-ce qu'il s'absente à l'école? Est-ce qu'il utilise les médicaments de secours Ventoline en cas de gêne respiratoire? Et combien il est parti voir un médecin ou bien consulter au niveau des urgences? Donc, c'est sur ces critères, on peut facilement classer, plutôt vérifier le contrôle de l'asthme. Vous avez d'autres critères utilisés et qui sont de fiabilité importante. C'est ce qu'on appelle le test de contrôle de l'asthme. Donc, on remet dans la salle d'attente un questionnaire. Donc là, c'est une partie réservée pour l'enfant et on va lui demander comment va ton asthme aujourd'hui. Donc il va cocher en fonction c'est-à-dire la perception des symptômes. Est-ce qu'il a un problème nocturne? Est-ce qu'il tousse à cause de son asthme? Est-ce qu'il se réveille la nuit? Donc il va cocher, il va donner une note et on va demander aux parents, durant les 4 dernières semaines, est-ce que l'enfant dort bien? Est-ce qu'il a une respiration difficile? Est-ce qu'il a une respiration sifflante? Donc on va faire le score total. S'il dépasse 20, ça veut dire que son asthme n'est pas contrôlé. Et vous avez d'autres critères paracliniques, la fonction respiratoire, l'aspirométrie, qui est utilisée à partir de l'âge de 6 à 7 ans, et les marqueurs d'inflammation, et ça c'est de ressort des laboratoires ou de services de centres spécialisés. Donc finalement, dans tout ça, ce qui ressort, c'est que l'évaluation de contrôle est parent dépendant. Donc, c'est les parents qui vont nous dire les informations et donc il faut à un certain moment gagner la confiance des patients les parents pour qu'ils vous disent la vérité. Et un marqueur qui est très important, et nous pédiatres on attache une importance capitale, c'est la bronchoconstriction à l'effort. Ça veut dire que si un enfant a une difficulté dans ses activités physiques, ça veut dire que son asthme n'est pas contrôlé. Donc, selon GINA, selon les critères que je viens de citer, on va évaluer les symptômes l'activité physique, le recours bêta-2-mimétique, la spirométrie si possible et l'exacerbation. Donc, s'il n'a aucun de ces symptômes, on va dire que son asthme est contrôlé. S'il a un de ces symptômes, c'est particulièrement contrôlé. Mais s'il a au moins les 3 symptômes ou bien il a fait une exacerbation, c'est un asthme qui n'est pas du tout contrôlé, tout en gardant une importance à la limitation d'activité physique. La spirométrie, c'est à partir de 6-7 ans, et l'exacerbation, on va lui demander sur une année, pas les 3 derniers mois. S'il a fait une exacerbation dans les 6 mois, ça veut dire que son asthme n'est pas du tout contrôlé. Et pour parler de contrôle, il faut, pour les symptômes, c'est au moins 3 mois, mais pour les exacerbations, c'est au moins 6 mois. L'objectif, c'est un contrôle total.
on doit arriver avec la participation des parents pour avoir une vie quasiment normale à l'enfant. Ça veut dire qu'il n'a absence des symptômes chroniques, que ce soit du jour ou de nuit, aucune limitation d'activité, il ne doit pas s'absenter de l'école, donc il ne doit pas faire des crises et il ne doit pas aller aux urgences. Ça, c'est un objectif qu'on doit fixer avec une spirométrie normale, besoin minimum de bronchodilatateurs, sans effet secondaire du traitement. C'est ce que attendent les parents et le patient. Donc ça, est-ce que vous dites, est-ce que c'est possible? Oui, mais il y a certaines conditions. C'est que les médicaments seuls ne suffisent pas pour traiter la maladie asthmatique. Il faut agir sur l'environnement et particulièrement le tabagisme passif. Il faut l'éviter. Les collectivités, éviter les enfants qui ont des asthmes induits, éviter de les mettre dans les crèches, sinon c'est pas possible de contrôler leur asthme. Donc éviter l'exposition allergénique pour les enfants qui font une sensibilisation aux acariens. Donc rechercher et traiter les comorbidités, essentiellement la rhinite allergique. On ne peut pas contrôler un asthme si on ne traite pas la rhinite allergique de l'enfant, si on ne recherche pas et on ne traite pas une allergie alimentaire et si on ne fait pas attention au poids de l'enfant. Vous avez aussi l'immunothérapie et un élément très important, on ne peut pas contrôler la maladie asthmatique si on ne fait pas l'éducation à l'enfant asthmatique, à ses parents. Pourquoi on donne le traitement, les médicaments de secours et le plan d'action, sans oublier comment utiliser c'est-à-dire la chambre d'inhalation. Comme traitement pharmacologique, vous avez traitement des symptômes, c'est les bronchodilatateurs à la demande et les corticoïdes en cas d'exacerbation. Pour le traitement de fond, vous avez 2 médicaments, soit les corticoïdes inhalés ou bien les anti-leucotriènes. Les autres médicaments tels que les bronchodilatateurs à action prolongée, les LABA, ou bien la théophylline orale, ça c'est un traitement qu'on peut additif aux corticoïdes aux anti-leucotriènes, mais jamais seul. Donc selon GINA, donc c'est un groupe d'experts internationaux sur les recommandations de la prise en charge de l'asthme. Vous voyez, ce qui clignote, c'est très important, c'est l'éducation, partenariat médecin-malade et le contrôle de l'environnement. Et donc, on peut, en fonction de la gravité du tableau de l'asthme de l'enfant, on peut choisir dans le palier de soit les corticoïdes à faible dose, soit les anti-leucotriènes. Et dans les autres paliers, on fait soit on augmente les doses, soit on fait une association. Mais ce qui est important, c'est qu'un enfant asthmatique, il doit être suivi. Et le suivi régulier, qui repose surtout sur l'anamnèse, sur les critères de contrôle que je viens de citer. On l'examine, on vérifie sa taille, on le fait l'auscultation. Utiliser le 2P chaque fois que c'est possible, parce qu'il y a certains enfants scolarisés qui ont des mauvais percepteurs, ils ont une obstruction bronchique, ils vous disent qu'ils vont bien, et le 2P peut montrer cette obstruction. Et enfin, le FR pour évaluer les petites branches, donc si c'est possible, oui. Donc, si on met un enfant sous traitement et on doit le revoir 3 à 6 mois, si on trouve que le contrôle est maintenu pendant 6 mois, on diminue la dose. Donc, on ne diminue pas les doses pendant la période automno-hivernale parce qu'on sait que les exacerbations sont fréquentes en hiver et en automne. Donc là, on fait attention. Si on réduit la dose, on doit revoir l'enfant 1 mois après pour vérifier que le contrôle est maintenu et on doit le revoir régulièrement. Par contre, si l'asthme n'est pas contrôlé après un traitement bien conduit, la chose qu'il faut observer dans 80%, c'est la mauvaise observance du traitement. Donc les parents, dès qu'ils voient leur enfant, c'est-à-dire il n'y a plus de manifestations, plus d'exacerbation surtout, ils arrêtent leur traitement. Ça, c'est le rôle de l'éducation. Il y a un autre point, c'est la mauvaise technique. Certains patients observent le traitement, mais malheureusement ne savent pas utiliser la chambre d'inhalation et donc à chaque consultation, vérifier la technique. Dans certains cas, et c'est des cas rares, où il y a la comorbidité, une rhinite allergique, une allergie alimentaire pratiquement négligée. Et si ce n'est pas le cas, dans 5 à 10% des cas, vous allez demander est-ce qu'on est véritablement dans le cas d'asthme. Peut-être c'est un autre diagnostic qui est là. Je pense qu'il faut le confier à un médecin, c'est-à-dire un service ou un médecin spécialisé dans le domaine. Et là, on essaie de rechercher, on parle d'asthme sévère, et on essaie de rechercher la meilleure, c'est-à-dire le meilleur choix thérapeutique. Donc, ce qu'il ne faut pas faire en matière de prise en charge, c'est que prescrire des mucolytiques pour traiter la toux.
les fluidifiants bronchiques, les antitussifs sont contre-indiqués chez l'enfant asthmatique. Il faut les éviter à tout prix ça. Donc pour traiter la toux, c'est la ventoline. Donc c'est de la ventoline, mais par voie inhalée et non pas parfois par péros. Donc le salbutamol en péros est retiré pratiquement de l'Europe, on ne l'utilise plus. Donc la chambre d'inhalation par voie inhalée est beaucoup plus pratique et en même temps beaucoup plus efficace. Laisser un asthmatique sans traitement de fond. Dès qu'on détecte un enfant asthmatique, il faut le mettre sous traitement de fond. Prescrire un traitement inhalé sans expliquer la technique d'inhalation, ça ne sert à rien. Les patients abandonnent leur traitement, ils ne voient pas leur efficacité parce que tout simplement on n'a pas expliqué comment utiliser la chambre d'inhalation, la forme inhalée. Éviter à tout prix de prescrire les LABA seuls, c'est-à-dire les formoterol, salmeterol, les bronchodilatateurs à action prolongée seuls. Ça donne des décès, ça a été montré qu'en quoi il y a des décès à cause de ça. Et enfin, ne jamais arrêter brutalement le traitement de fond. On arrête par dose progressive, par palier, pour assurer que le contrôle est fait. Donc en conclusion, le diagnostic de l'asthme est avant tout un diagnostic à l'anamnèse, clinique et évolutif. Le traitement, dès qu'on étiquette un enfant asthmatique, il faut le mettre sous traitement de fond pour contrôler la maladie. Pour le traitement de fond, vous avez la corticothérapie inhalée ou bien les antileucotriennes comme traitement de fond. Et le contrôle doit être l'objectif de suivi de l'enfant et la sévérité de la maladie, en fait, en fonction de la pression thérapeutique obtenue pour assurer un meilleur contrôle. Donc, avant de conclure, je vous invite au congrès de la Société pédiatrie de l'Ouest qui va être le 20 et le 21 juin 2013. Lieu, c'est à l'EHU d'Oran. Donc, il va être le thème principal, c'est la gastropédiatrie, mais il y aura des ateliers sur toutes les pathologies et pratiques pédiatriques. Je vous remercie de votre attention.